bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut. Donc, on a un épisode spécial sur ce très bon film que toi et moi avons bien aimé, Vampire humaniste, chercheur suicidaire consentant. Voilà. Bouf, c'est de la mastication ouais, c'est ça. buccale. Crampe à mâchoire. Le premier long métrage d'Ariane Louis XVI. Qui s'est fait connaître beaucoup dans le monde du court-métrage, nominé pour plusieurs prix, s'est fait montrer, on voyageait dans des festivals. Donc, et déjà, la bande-annonce nous avait quand même titillé, piqué notre curiosité. Je pense qu'on aime bien, les films récits d'apprentissage, on aime bien l'humour noir aussi un peu décalé. Ouais. Donc, il restait à savoir, ça serait quoi la dose d'horreur dans le film. Il n'y en a pas de temps. C'est pas une comédie d'horreur, c'est vraiment plus une comédie noire, mais sur thématique de vampires. Mais ça propose un peu plus l'idée que, à un moment donné, les vampires sont un peu blasés puis ont la même vie que n'importe quel banlieusard qui élève un enfant puis qu'ils ont une charge mentale puis des choses comme ça. Là. Moi, je trouvais qu'on retrouve un peu l'essence d'Addams Family, Wednesday plus récemment. Donc, ce genre de personnage-là, un peu décalé dans une... société à part. Puis c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans le film aussi. Donc, on comprend que toute une société de vampires avec leur structure, mais complètement en marge de la nôtre. Mais je crois qu'il y a vraiment des bonnes idées dans le film. Bref, c'est vraiment le film que j'espère que tout le monde va se donner la chance d'aller parce que c'est super accessible finalement comme film. C'est très charmant. C'est ça. Si vous avez peur des films d'horreur, il n'y a pas de problème. Là. C'est pas ça aucune embûche à avoir avec ça. Bref, ils sont de passage à Québec, une bonne partie de l'équipe, dont qu'on a discuté avec eux, avec elles principalement, dont notamment les productrices Jeanne-Marie Poulain et Lynn Sander-Ehede. Nom danois. On s'excuse encore. C'est ça. Très intéressant aussi de voir le volet un peu en arrière sur le terrain. On avait parlé un peu avec Dominique à l'époque de Les Chambres Rouges, mais c'est le fun quand on a la chance de discuter avec eux de leur travail. Puis, pour ce qui est du cœur du film, Ariane Louis XVI, qui est donc la réalisatrice et co-scénariste, puis les deux comédiennes principaux, Sarah Monpetit et Félix-Antoine Bénard. Fait que c'est comme deux entretiens différents qu'on vous envoie. Puis, il n'y a pas vraiment de spoilers, quoi qu'avec Ariane et les comédiens, on dissèque une des scènes, mais c'est pas... Il n'y a pas de punch dans il n'y a pas de punch, là. Fait que je pense que c'est le genre d'entretien ou juste de parler de ce moment-là qui peut vous convaincre d'aller voir le film. Et sinon, comme d'habitude, c'est un genre de supplément sur les dessous du film et l'idéation derrière tout ça. Si vous êtes allé le voir au cinéma, film qui prend l'affiche le 13 octobre, le vendredi 13 octobre, et qui fait compétition direct à Taylor Swift. Quand même. Fait que voilà. Puis, ça peut être un bon doublé. C'est peut-être le nouveau Barbenheimer, Vampire Swift, Vampire Eras, je sais pas. T'avais-tu autre chose à ajouter? Ben non. Je pense qu'on peut y aller sans tarder avec cette belle conversation. On reçoit donc pour cet épisode spécial du film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. On reçoit co-scénariste et réalisatrice Ariane Louis XVI et les comédiens Sarah Monpetit et Félix-Antoine Bernard. Merci à vous tous. Merci. Bénard. Excuse-moi, merci beaucoup. c'est moi qui ai mal dit. C'est vraiment pas grave. Tu prendras le blanc. Pour l'anecdote, le FNC a fait l'erreur aussi, fait que ça va. Donc, merci d'être avec nous. On va débuter ça avec toi, Ariane. Salut. À la base de ce film-là. Donc, comment est venue cette histoire-là, ce récit d'apprentissage assez unique, ma foi? Ouais. C'est venu comme une petite, une petite folie qui m'a passé par la tête en marchant tout bonnement dans le parc La Fontaine. Je change d'endroit à chaque fois où je marche. On saura jamais. Je me souviens pas où je marchais. Mais ça me faisait rire cette idée de... Mais c'est tout le temps comme ça que ça arrive dans ma tête. J'ai comme une prémisse qui tombe du ciel. Et cette vampire-là, incapable de mordre, et je me disais, tu sais, il n'y a aucune solution. Là, quand tu es une vampire et tu ne veux pas mordre, c'est soit tu te laisses mourir, ou bien quoi,
peut-être que tu trouves des gens Volontaires, consentants, volontaires. Donc, je sais pas, cette prémisse-là m'amusait et je l'ai lancée à ma co-scénariste Christine Doyon. C'était la première fois qu'on écrivait ensemble, mais c'est une bonne amie, on a le même sens de l'humour, puis j'avais envie de travailler avec elle. Puis je me suis dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Trouves-tu ça bon? Trouves-tu ça drôle? Puis elle était très partante, ça l'a beaucoup fait rire. Puis au départ, on voulait faire un court-métrage avec ça, mais on était rendus toutes les deux à faire un long. Là, c'est ça. Après plusieurs courts-métrages, c'était le temps de faire le saut, puis on trouvait que l'idée avait un souffle de long, puis il y avait tellement de personnages colorés qu'on pouvait développer autour de ça que voilà, c'est comme ça que c'est né, l'idée. Mais c'est ton premier long, mais c'est pas ton premier projet cinématographique du tout, là. Non, Est-ce que c'est la fin des courts-métrages ou ça dépend de l'idée que tu vas Non, avoir? tu sais, je sais pas. Moi, je suis pas prête à... C'est comme je serais jamais prête à dire que j'aurai pas d'enfant. Puis je serais... ça a peut-être pas rapport, là, mon parallèle, là, mais je suis pas capable de dire jamais d'envie. Mais non, mais les courts-métrages, c'est intéressant encore d'en faire, peut-être en 2 longs, ou dépendamment de l'idée, comme tu viens de dire. Mais pour l'instant, c'est plus des longs que je développe, ouais. Et justement, attaquer un premier long métrage, est-ce qu'on ressent une pression supplémentaire ou on attaque ça comme un court, mais c'est juste plus de jours de tournage finalement? C'est les deux. Tu sais, tu le développes, c'est la même chose qu'un court, mais c'est juste plus long. Plus de jours de tournage et tout, mais c'est comme faire un marathon versus un sprint, mettons. Puis c'est aussi qu'il y a beaucoup plus d'argent impliqué. Donc, tu sais, il y a quand même une pression de plus parce que, tu sais, surtout que je sentais qu'il y avait quelque chose d'attendu autour du film, de par, 1, le titre, et 2, je sais que j'avais fait beaucoup de courts-métrages puis que tout le monde me disait, ben là, t'es rendu au long, Ariane, on a hâte de voir un long. Fait que ça me mettait une petite pression, mais j'essaie de pas y penser parce que ça sert à rien. Puis j'ai pas de contrôle sur les attentes des gens. Donc, j'ai plongé là-dedans. Puis il faut dire aussi que comme on a eu notre financement assez rapidement, moi, je pensais pas tourner aussitôt le film. Donc, puis j'étais en burn-out en plus. Puis j'ai comme oublié que j'étais en burn-out parce que j'étais excitée de me faire dire oui pour mon film. Fait que tout ça, c'est comme... T'as pas le temps de penser à rien. Tu fais juste faire « OK, go, on y va ». T'as pas le temps de réfléchir puis de te mettre trop de pression là, à travers ça. Mais de toute façon, une fois qu'on est euphorique, ça guérit les burn-out, là. C'est ça, en fait. Là. Oui, c'est ça. Dès que tu retrouves un sourire, c'est fini. Mais un moment donné, c'est parce que t'es fatigué. Moi, je me suis souvenu que j'étais en burn-out comme 1 semaine avant de commencer le tournage. OK. Puis j'ai fait... Oh mon Dieu, ça fait 3 mois que j'ai pas dormi. C'est vrai, j'étais en burn-out. Je m'étais dit je prenais un break. J'avais comme oublié. Mais là, le tournage commençait puis ça me faisait peur. Puis en plus, c'était un tournage de nuit. Ben, c'est ça. Donc, mon médecin m'a prescrit des somnifères et j'ai passé mon tournage sur les somnifères et voilà. Mais j'ai réussi à arrêter de jour, après. Café de nuit pour c'est ça. travailler, C'est un genre. excellent... combo. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Est-ce Voilà. que on va en venir aux comédiens aussi, mais justement, un tournage de nuit, toutes les scènes qui sont à l'intérieur, même si nous, on sait que c'est la nuit, vous les tournez de jour quand même, mettons, le bowling ou de quoi, ou vous pognez comme un travailleur de nuit, un beat que vous êtes comme finalement aussi bien être juste la nuit? Puis... Quand on peut le faire de jour, c'est mieux de jour, mais tu peux pas alterner jour-nuit, jour-nuit. Là. Au début, on était vraiment tous les extérieurs, nuit. Puis après ça, tranquillement, quand on était plus dans les intérieurs, on essayait de faire mi-jour, mi-nuit, puis à la fin, on était de jour. Ouais. Parle-nous justement de Sarah qui incarne Sacha. Est-ce que tu avais Sarah en tête déjà à l'écriture ou sinon une fois que tu étais en pré-prod ou c'est par les auditions qu'elle a décroché le rôle? Non, pas à l'écriture, mais en pré-prod.
Sarah venait de remporter au Gala Québec Cinéma la révélation de l'année. Mais aussi, je l'avais vue dans Maria Chapdelaine. Puis, je trouvais qu'elle avait une aura de vampire. Je sais pas pourquoi. Les longs cheveux noirs, le regard mystérieux. Puis, je la trouvais très, très bonne aussi. Très charismatique. Je te lance des fleurs, Sarah, pendant que tu manges des nachos. C'est le spécial foodie. Oui, c'est ça. Mais je l'ai quand même passé en audition parce que on se connaissait pas. Je voulais voir comment on travaillait ensemble, puis je voulais voir si c'était drôle. Puis il était drôle. J'étais bien heureuse de voir ça. Puis tu sais, drôle, mais d'une façon inattendue quand même dans le... moi, je trouve qu'elle a un humour intelligent et fin et dans les détails. Et moi, j'aime... C'est ça que je voulais. Hein? Un humour fin, intelligent dans les détails. Mais tu sais, dans les petits regards, dans les malaises, une étrangeté. Elle amenait une étrangeté, puis j'aimais beaucoup sa proposition. Ouais. Et est-ce que vous voulez que je parle de Félix-Antoine? Ben, on est lancé, oui. Félix-Antoine, je l'ai découvert en audition. Je le connaissais pas. Et c'était un coup de cœur. Il est arrivé avec un rôle, déjà une composition de personnage assez près de ce que je voulais. Puis ça m'a impressionnée. Puis c'est ça, j'ai pas mal eu un coup de cœur pour les deux. Puis surtout quand je les ai mis ensemble et pour une audition croisée. Et il y a une petite magie qui s'est passée. Ouais. Eux, ils l'ont pas ressenti, mais moi, je l'ai ressenti. Ça doit être une gêne de plus. Tu sais, t'as l'audition devant la production, devant l'équipe de réalisation, puis t'as aussi un nouveau comédien ou comédienne que tu connais pas pantoute, puis... Ouais, ben oui, c'est sûr, ça fait partie parce que tu essaies d'accoutumer, essayer de comprendre un petit peu, OK, comment est-ce qu'elle voit la scène, comment est-ce qu'elle voit ça, mais comment elle est aussi comme personne, parce que si ça marche, ben ça va être avec elle que je vais travailler. Fait qu'il y a comme... Puis en plus, c'est plein de personnes que tu connais pas qui te regardent, mais en même temps, mais ça fait partie un peu de la job. Puis c'est aussi déstabilisant de jouer avec un autre comédien alors que tu as pratiqué avec une réplique. Parce que surtout qu'on a refait les mêmes scènes, mais parce que j'ai fait une première audition avec une réplique qui était engagée. Puis ensuite, j'ai fait l'audition avec Félix. Mais on a refait les mêmes scènes, donc tu sais, t'es habitué à un certain rythme du texte ou comment la personne veut jouer ou même toi, tu te l'imagines. Puis avec Félix, moi, il m'a juste complètement déstabilisée. Puis c'était juste trop bizarre quand on auditionnait ensemble. Ouais. C'était hyper malaisant. Puis même qu'à l'extérieur, quand on pratiquait avant de rentrer dans la salle où il y avait Ariane, les productrices, je me rappelle que, c'est ça, on se disait les répliques, puis on oubliait nos répliques parce qu'on se regardait, on est comme... Il y a des longs moments de trop silence bizarre. On se regardait. Vous étiez tellement mignons. Mais direct, c'est ça, en pratiquant avec toi, je fais ça va pas marcher, ça va pas marcher. Puis, mais c'est ça que t'as aimé, en fait. Oui. Non, c'est ça, c'était c'était comme un malaise attendrissant, puis tu sais, comme deux petits animaux qui s'apprivoisent, puis qui se comprennent pas, mais qui sont comme curieux. C'est ça que ça donnait. Puis c'était le bon merveilleux. ton un peu. C'était le bon ton, exactement. Mais là, rendu au tournage, est-ce que tu voulais qu'il recrée cette espèce de première fois-là, ou... C'était quoi la scène, en fait? C'était la scène quand elle l'amène dans sa chambre pour le mordre. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais après ça, tu sais, quand je leur ai offert le rôle, je leur ai dit ce que j'avais aimé, pourquoi et tout. Donc, ils comprenaient qu'il fallait qu'ils recréent le malaise, même si après, tu sais, vous êtes super bien entendus. Puis... la chimie, en tout cas, je parle pour vous, là, mais moi, j'avais l'impression que la chimie s'est créée assez rapidement entre vous. Après, puis on a fait beaucoup de répétitions aussi. Ce qui est rare quand même pour le cinéma québécois, fait que c'est un petit luxe que vous avez eu. Oui, c'est vrai. Mais c'est drôle parce que j'ai pas eu de la difficulté à recréer... on n'a pas eu de la difficulté à recréer ce malaise-là parce que ça fait partie aussi de l'humour que vous avez apporté à vos personnages, mais j'avais, tu sais, aucune idée que c'était pas composé pour l'audition puis que c'était un réel malaise. Fait que ça aurait pu être difficile de le recréer, mais non. Et vous, Sarah et Félix-Antoine, qu'est-ce qui vous a séduit dans le scénario, dans ces personnages-là?
Ben, c'est un scénario de vampire québécois avec un titre vraiment incroyable. Donc, c'est sûr, c'est des facteurs qui sont aguicheurs au premier regard. Puis quand tu commences à lire le scénario, tu te rends compte que c'est super bien écrit, c'est super bien rythmé, les répliques sont drôles. Ils ont réussi à créer un monde de vampires vraiment approfondi, super créatif. Puis ben, le personnage, ça me donnait l'occasion d'aller à quelque part que, ben, tu sais, c'était quelque chose qui était loin de moi. Puis, ben, c'était super plaisant de pouvoir faire ça. Fait que, toi? Non, moi, je trouve ça tellement déjà cette idée de faire un coming of age mais de vampire vampiresque, je trouvais ça tellement intéressant, mais après je savais que j'auditionnais et je lisais le texte par rapport au personnage de Sacha et juste je pense que pour un acteur ou une actrice jouer un personnage un peu comment dire comment on dit Monstrueux. pas monstrueux mais pas Étrange. super naturel, mais tu vois ce que je veux Macabre, un dire? peu, peut-être. Ben, non humain. Ouais, ben genre non humain. Une créature. Ouais, j'ai le mot, mais il vient pas, mais bref, mais c'est ça, dans cette rangée-là, tu sais, c'est un truc qui a pas de base vraiment. Oui, il y a certains codes associés au film de vampire, mais c'est pas un être humain non plus, fait que c'est tellement intéressant d'avoir la chance de jouer, c'est ça, une zone qui peut être tellement vaste et on peut tellement explorer de choses. Et puis voilà. Vous n'êtes pas passé à Tout le monde en parle, mais on va s'amuser. La question qui tue. Oh. Est-ce que c'est difficile d'avoir des dents de vampire dans la bouche? Ben, c'est Sarah qui répond parce que c'est elle qui en avait. Ben, en fait, je me rappelle plus du nom du monsieur qui faisait les prothèses. C'était Bruno. Bon, ben, Bruno, vraiment homme talentueux, a moulé des dents par rapport à mes dents. Donc, on a fait, c'est ça, c'est des dents sur mesure. C'est pas le truc du Dolorama. Non, vraiment pas. Ça paraissait plus clean que ça. C'est des dents sur mesure, fait que sont tellement bien faites que c'est vraiment pas compliqué. Les as-tu gardés? Ah oui, Parce je que- compte que me toi qui déguiser. peux, ok. Je compte me déguiser en vampire cet Halloween. C'était-tu une perruque ou c'était vrais cheveux? c'est là? vrai, c'est mes vrais cheveux. OK, fait que là, t'es gardé super dark, long, tout Ouais, fait, ben, j'ai pas changé la couleur, tu sais, c'est mes cheveux, Ok. 100% mes cheveux, puis là, j'ai coupé. Ouais, puis on lui avait coupé un toupette pour le Ouais. rôle. Puis Jean-Luc, le chef coiffeur, lui faisait toujours un petit triangle dans le toupette. C'est ma C'était signature. la signature de Sacha. Puis par rapport aux dents, je peux dire une petite anecdote. Je me souviens qu'au test caméra, Bruno, qui est l'artiste qui a fait les dents, il y a Sophie Cadieux, puis je sais pas si c'était toi ou Noémie, en tout cas, Noémie, ouais. ils arrivent pour me voir, pour valider les dents, puis ils sont tellement longues, ils sont incapables de parler. J'étais traumatisée. Ça ressemblait plus à des morses que... Ça ressemblait vraiment à des morses, puis là, ça a l'air Bruno, le il film me dit... Tusk ouais. québécois, là, c'est ça. Là, Bruno, il me dit T'aimes-tu ça? Je dis Ben, essayez donc de parler. Puis là, il était incapable. Je dis, tu peux-tu m'élimer? Donc là, après ça, il les a limés. Là, après, je trouvais qu'il était peut-être trop courte, mais là, il n'y avait pas de retour en arrière. Puis c'était mieux de même parce que vous pouvez. Ça faisait plus naturaliste, puis vous pouviez parler. Ouais, parce que là. Puis, écoute, tu as parlé un peu de l'équipe du film, mais c'est comme des visages connus, dans le sens que tu as travaillé souvent avec Sean Pavlin, ça? Ouais, chante Pavlin. Ouais. Pavelin, puis Stéphane Lafleur au montage, puis musique Pilou. Puis Ouais. j'ai écouté plusieurs de tes courts-métrages que j'ai trouvés à gauche puis à droite sur Vimeo, puis c'est souvent ces noms-là qui reviennent. Mhm. Fait que c'est comme ta clique que tu avais besoin pour ton premier long, genre? Ben oui, ben tu sais, quand on trouve des bons matchs, des bons collaborateurs artistiques, on se développe ensemble. Puis bon, là, je peux pas dire que je me suis développée avec Stéphane Lafleur parce que lui, ça fait plus longtemps que moi qu'il fait du cinéma. Puis je suis à la base fan de son cinéma avant de travailler avec lui. Puis on a commencé à travailler ensemble sur mon dernier court-métrage. Puis là, c'était notre deuxième expérience, mais je me sens comme une affinité artistique vraiment avec lui, donc je me sentais en confiance qu'il allait bien comprendre le ton que je voulais amener.
Et Sean Pavlin, ben, j'ai fait tous mes courts-métrages avec lui, donc on se comprend très bien. On s'est développé ensemble au niveau de notre esthétique, notre langage. Donc oui, c'est... Puis Pierre-Philippe Côté, Pilou, même chose. Tu t'établis des façons de travailler avec ces gens-là, donc le plus possible, j'aime ça. Ouais. Petit à petit, on se crée notre famille de film en film. Ouais. J'aimerais ça qu'on aborde une de nos scènes préférées, je pense, du film, celle où, évidemment, vous êtes dans la chambre et vous écoutez cette musique pendant un certain moment qui a un malaise ou une tension que j'ai bien aimé. Pouvez-vous nous parler de cette scène-là, comment vous l'avez tournée? Est-ce que ça a été compliqué? Plusieurs prises parce qu'il y avait des fous rires? Est-ce que je peux en parler, mais est-ce que ça vous tente de parler? Est-ce Ben, que tu veux en parler? Ben oui, mais en fait, on l'a, ça faisait partie d'une des scènes qu'on a énormément répétées en répétition. Parce qu'il fallait vraiment, tu sais, il fallait trouver tous les jeux de regard. Les jeux de regard, les bons moments dans la chanson où il se passait telle affaire, je la regarde, elle me regarde en même temps, on regarde ailleurs, puis elle se met à danser, je me mets à danser aussi. Fait que c'était vraiment dans la construction de qu'est-ce qu'on fait, puis moi, j'ai beaucoup écouté la chanson pour essayer de la connaître par cœur, puis savoir exactement à quel moment. Ça devient une chorégraphie. Oui, dans le fond, oui, hein. non, Mais- c'était complètement ça, chorégraphie. c'était complètement ça. Mais je pense que aussi, toi, t'es arrivé avec ton idée que ton personnage de Paul allait suivre que les bases. Du drum, Avec la ouais, c'est tête, ça. ouais. Puis il se mettait à... C'est comme... La manière que je voyais Paul, c'est qu'il il se met à focusser sur des petites choses. Puis là, il se met vraiment à essayer de les comprendre. C'est dans la même chose où quand il se pose les questions dans la chambre juste avant ce petit moment-là devant la table tournante. C'est ça, elle dit, par exemple, qu'elle est allergique à quelque chose. Ah ouais, OK, comment ça? Puis il se met à accrocher à des petites choses comme ça. Puis en écoutant la musique, c'était le drum que je pensais qu'il pouvait Ouais. se mettre à danser. C'était vraiment une bonne idée, ça. Ouais. Parce que c'est une scène qui était... je savais que ça allait fonctionner, mais on pouvait pas juste improviser quelque chose parce que ça aurait pu être juste long et plate. Et je voulais pas non plus qu'ils se mettent à danser de façon un peu comme... Arty. Ouais. Donc, je leur ai dit écouter la chanson plusieurs fois, puis là, on se revoyait en répétition, puis on essayait de trouver ces petits moments-là, puis Félix-Antoine a trouvé l'idée de danser juste sur les beats. Ouais, je répète la même chose qu'on vient toutes de dire, mais... C'est plus beau quand tu le dis. C'est ça. mais c'était une chorégraphie qu'on a vraiment fait d'avance. Mais ça aussi, on l'avait fait. Oui, on avait fait en audition jusqu'à ce moment-là aussi, Ouais. je pense, Mhm. à écouter la musique. Puis, Ouais. puis Et on l'a. C'est ça, plusieurs personnes demandent, des amis, quand ils ont vu le film, FNC justement me disait combien de fois vous l'avez fait. On l'a pas fait tant de fois que ça, parce mais- je pense qu'on l'avait Mhm. tellement en répétition qu'on l'a refait peut-être 5-6 fois, mais Ouais, c'est quelque chose comme comme ça. un plan normal que tu. Ça n'a pas pris toute une nuit, toute Non, une non, journée non, juste non, ça. c'est là, ça, c'est ça, ça s'est bien fait. C'est Non. bien fait. C'est le genre de moment aussi où est-ce que tout le monde après ça allait voir le moniteur, puis on Ah était comme ouais, wow, on a fait c'était- quelque chose. On a Ouais, Il y a un oui. jeu de lumière aussi, en plus. Ben, c'est puis, ça, ouais. puis ça aussi, c'était... Tu sais, je devais les diriger eux, mais tu sais, bon, j'ajustais entre les scènes, entre les takes, je veux dire. Mais la lumière, je faisais des signes comme, OK, là, ça se transforme. Tu sais, ça pouvait pas être juste faites de la lumière quand ça vous tente. Tu sais, je voulais que quand les deux se regardent pour la première fois en même temps, ils décident d'y retourner, là, ça commence à vaciller. Puis à la fin, en tout cas, tout ça était chorégraphié aussi, la lumière. Toi, tu savais déjà, est-ce que dès le scénario, tu savais que ça allait être un plan fixe ou tu as hésité à faire du chant contre chant puis plein de choses? Puis... Je savais que je voulais faire un plan fixe, mais ouais, j'hésitais peut-être à plus découper ce moment-là. Puis même que c'était prévu de faire un chant contre chant. Et finalement, quand j'ai vu le plan séquence, je me suis dit
j'irai jamais au chant contre chant. Tu sais, ça va rien amener de plus. Puis ça vivait très bien comme ça. Puis ça aurait cassé quelque chose, je pense. Donc, on l'a juste pas tourné les chants contre chants. C'est pas juste pour challenger Pascal Plante avec des plans séquences, toi aussi, dans tes films. Non. Mais d'ailleurs, Pascal Plante, je lui ai montré le film, une version de montage là, pour avoir ses commentaires. C'est un ami. Puis, j'ai vu que tu étais collaboratrice au scénario des Chambres Rouges, c'est ça? Oui, j'étais consultante, oui. Puis, il a dit c'est vraiment une belle scène. C'était sa scène préférée. En tout cas, je sais pas s'il a changé d'idée, là, mais c'est ce qu'il m'a dit. C'est la première fois qu'on décortique autant de scènes. Puis moi, j'ai vraiment aimé ça. Je trouve ça vraiment le fun. Fait que si vous n'avez pas encore vu le film, là, ça vaut la peine, ne serait-ce que pour ce moment de cinéma. Ouais. Merci. Et en terminant, j'aimerais juste venir sur votre passage à Venise où tu t'es mérité un incroyable prix. Bravo. Oui, j'imagine que les comédiens étaient aussi sur place pour vivre ça. Oui. J'étais avec Félix-Antoine. Okay. Ouais. Ah oui, on était sur un nuage. Le bateau qui est venu nous chercher, le bateau taxi, là, on était tellement excités. Ouais. C'est ça. Vous étiez toutes pour la projection, mais la remise de prix, c'est quelques jours plus tard, c'est pour ça? C'est ça, okay. C'était à la fin du festival, puis il restait juste nous deux. Une semaine à Venise, genre? Ouais. Ah, c'est plate. C'est plate, hein, mais j'ai changé 4 fois de logement, par exemple. J'avais une valise de 30 kilos. Je veux pas me plaindre, là, mais... mais j'étais épuisée. Puis, dernière fois que j'ai remarqué, finalement, Sarah, t'es rendu le visage de l'automne parce que Maria Chapdelaine était sortie en septembre, Falcon Lake l'an dernier. Ça, cette année, fait que c'est ta nouvelle routine, finalement. Ben ouais, hein, ça a l'air que ça s'est placé de même. Les feuilles mortes. J'adore l'automne. T'aimes ça te rouler dans les feuilles mortes? Peut-être, Ariane. Je voulais juste dire le mot feuille morte. C'est ça. Mais là, c'est le premier film qui est vraiment très automnal. Là. Les autres, oui, c'est vrai. Saison un peu différente. Puis, mais en fait, sans le savoir, tu es lié à notre podcast parce que chaque vendredi, on parle des nouveautés au cinéma. Puis on avait commencé genre le 24 septembre 2021, la sortie de Maria Chapdelaine. Trop bien. Mais on faisait pas encore d'entrevue avec l'équipe à ce moment-là. Mais c'est ça. Je pensais que tu allais dire que chaque vendredi, vous parliez de Sarah. C'est ça. On suit ton Instagram. Puis, as-tu vu sa story? Non, je sais pas. Non, ça serait vraiment creep. Là, c'est ça. Non, on fait pas ça, malheureusement. Écoutez, si vous n'avez pas de questions pour nous, merci vraiment beaucoup. Merci. Puis bon succès avec le film. Et si vous avez écouté ce podcast avant d'aller voir le film, j'espère que ça vous a convaincu d'aller le voir. Puis sinon, retournez le voir. C'est parfait. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Merci beaucoup, l'équipe. Merci. Merci beaucoup à vous. Donc, c'est avec grand bonheur que l'on reçoit deux invités. Je pense que ça va être assez intéressant parce qu'on connaît un peu mal leur métier. Donc, deux productrices du film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Tout à fait. Donc, on accueille Jeanne-Marie Poulain et Lynn Sander-Egelde. Oui. Désolé de massacrer ça. Good enough, comme on dit. D'accord. Donc, bienvenue à cet épisode spécial qui porte sur votre film que d'ailleurs Jean-François et moi avons beaucoup aimé. Merci. Peut-être commencer par le début. Qu'est-ce qui vous attire dans cette profession-là, dans ce métier-là? Est-ce qu'on rêve de devenir productrice ou c'est comme un accident de parcours? Ça dépend, mais il y a beaucoup d'accidents de parcours, j'ai l'impression. Je pense qu'en cinéma, en général, c'est des accidents de parcours. C'était pas réel. On se réinvente constamment, c'est un peu ça aussi. Non, mais c'est ça. Moi, j'étais complètement dans d'autres études. J'étais en médecine quand je suis arrivée en cinéma. Donc, gros changement de parcours. Toi aussi, tu viens de quelque chose de connexe, journalisme? Oui, mais je fais du cinéma avant. Donc, c'était le journalisme pour la télé. Donc, c'était direction, production, réalisation. Mais j'ai assez tôt réalisé que j'étais meilleure en prod qu'en réalisation. Mais comme vraiment début vingtaine, je savais déjà que c'était plus prod. OK, tu n'es pas frustré de ce changement de direction? Pas du tout. J'ai fait, avant l'université, j'ai fait 1 an d'école de cinéma. J'ai réalisé un peu. J'ai commencé comme assistante producteur et
j'ai réalisé que c'était mieux. Ça fitait mieux. Jeanne-Marie, qu'est-ce qui fait qu'on quitte la médecine pour aller complètement ailleurs dans le cinéma? Une péricardite virale aiguë fait qu'on quitte la médecine. Ah ouais, OK. C'est l'enveloppe du cœur, ça? Oui, c'est ça. Ouais. J'ai eu un souci de santé. Passer du temps à l'hôpital m'a fait réaliser que je ne voulais pas y passer ma vie. Okay. Et en ne sachant absolument plus ce que j'allais faire, j'ai pris des billets pour Montréal. En fait, pour New York via Montréal, parce que je voulais aller suivre un cours d'anglais. Je suis passée visiter mon oncle. Il m'a amenée à l'INIS en disant que, selon lui, il fallait que je sois scénariste parce que j'aimais raconter des histoires. Je suis entrée à l'INIS. Je me suis très vite rendu compte que je ne serais pas scénariste, mais j'ai rencontré des productrices extrêmement inspirantes. Puis ça a été le début de la réflexion. Ah, OK. Puis les deux, vous êtes chez Art et Essai, la boîte de production. Oui. Mais on connaît surtout pour le court-métrage, quand même. Je me trompe, là? Il y en a... C'est le 6e long de la compagnie, je pense. C'est une compagnie qui a été fondée en 2012 par Mathieu Denis. Il y a eu divers longs métrages. On a été plusieurs producteurs à y travailler. Mais notamment le premier long de la compagnie, si je ne me trompe pas, en termes d'ordre de sortie, ce serait soit Prank, soit Ceux qui font les révolutions à moitié n'auront fait que se creuser un tombeau. Là, je suis plus trop sûre des dates de sortie, mais c'était proche. Je pense que Prank était sorti avant, de mémoire. Ça doit... Oui, c'est ça. Isla Blanca, Sachinka, Taposilis, Les barbares de la Malbaie. Et maintenant, Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant. J'avais regardé ça un peu tantôt, puis Barbare, moi, j'avais adoré. Là. Je sais que c'est un film qui avait peut-être pas trouvé son public tout à fait, mais c'était un de mes coups de cœur dans ces années-là. Là. Je trouve qu'il y a des films de hockey au Québec qui en avaient pas tant que ça, puis j'aimais beaucoup l'angle qui avait été abordé dans ce film-là. Mais là, c'est peut-être pas vos œuvres personnelles à vous, là, mais... Je l'avais produit avec mon collègue de l'époque, Hani Wichou. Mais c'était avant que je reprenne la compagnie en 2019, en fait. Ah, OK. Ah, fait que c'est toi qui es rendu à la tête. Oui, mais Lino est arrivé comme coactionnaire l'an dernier avec un 3e coactionnaire qui s'appelle Rémi Dufresne, qui est producteur créatif dans la compagnie. Fait que est-ce que ce qu'on remarque, c'est que Ariane a quand même fait quelques courts-métrages aussi chez Art et Essai. Là, tu m'as parlé de Prank et des Barbares de la Malbaie. Il y a chez Eric Kaboulian qui est associé à ces deux films-là. Je pense Marc-Antoine. Oui, Marc-Antoine Rion. Aussi, c'est ça. Fait qu'on navigue avec un genre de pool de talents finalement qui reviennent encore et encore. C'est un peu toujours la façon de faire ou c'est juste des affinités qui finissent par bien fonctionner pour que les gens reviennent et qu'on produise leurs projets suivants, etc.? Ben c'est ça, c'est une question d'affinité, c'est une question d'univers créatif. Avec Ariane, on a étudié ensemble. On a fait l'INIS il y a 10 ans maintenant. C'est là qu'on s'est rencontrés. Elle était en scénarisation, j'étais en production. Ça a été très naturel. On a fait un premier cours sans financement qui s'appelait Être elle, en préparation de La peau sauvage. Ensuite, Les petites vagues, Les profondeurs. Et c'était naturel ensuite d'embarquer dans un long ensemble. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet-ci qu'elle vous a présenté, j'imagine? Ou comment est né ce projet-là? Elle est arrivée avec Christine vraiment au tout début du développement. Et c'était un coup de cœur. Les films de genre, notamment ceux qui traitent de sujets vraiment universels puis qui se servent du genre pour donner aux histoires une couleur supplémentaire, c'est vraiment des projets qui me passionnent. Donc, il n'y a pas eu de question à se poser. On a développé pendant 3 ans. Puis, dans ce laps de temps-là, Lino est arrivé aussi. Donc, on a produit le film ensemble après l'avoir financé. Puis, excuse-moi, ça m'a déstabilisé. Comment on aborde... Est-ce qu'il y a une différence majeure entre aborder un court-métrage puis un long-métrage de votre côté au niveau de la production et tout? Ou ça peut pas être juste plus simple quand c'est un court-métrage ou, je veux dire, le rayonnement ne sera pas le même. J'imagine que tous ces deux produits complètement différents d'une certaine manière. Je sais pas si ma question est trop ambiguë ou... Moi, je pense que oui, c'est des produits différents. C'est ça. Mais normalement, ça fait du sens pour l'équipe, pour les réals, pour nous aussi, d'embarquer dans un long. Donc, et les longs sont aussi très différents. Il y a des gros, il y a des plus petits. Nous aussi, on a fait des projets longs, mais à une échelle beaucoup plus petit. Ça ressemble plus à des courts-métrages où Vampire a vraiment été un autre game. De long métrage. Ouais, on peut avoir un court-métrage qui a
8 lieux de tournage différents puis qui devient super ardu finalement et un casse-tête, là. Oui, complètement. Ça dépend des écosystèmes, ça dépend des conditions dans lesquelles on les fait, ça dépend du contexte. Je veux dire, nous, Vampire, on l'a fait sortie de pandémie, post-inflation, beaucoup de tournages en même temps. On a eu une magnifique équipe, on a été incroyablement... on a eu beaucoup de chance d'avoir cette magnifique équipe parce qu'on était dans un automne où peu de gens étaient disponibles, en fait. C'était l'automne dernier, donc 2022, c'est ça? Okay. Oui, on était à 12 jours du tournage, il y a un an. OK. Et c'était quoi les plus grands défis que posait le film Vampire Humaniste? Est-ce que c'est tourné beaucoup de nuit? Parce qu'évidemment, une portion du film, là, ça déroule sous une nuit. Ouais, ça doit être pas évident de gérer tout ça. Je pense que oui. Les nuits, le tournage de nuit, c'était un défi. On avait beaucoup de locations, comme vous avez vu dans le film, et ça, c'était un gros défi. Et le fait qu'on tournait vraiment à un moment qu'il y avait beaucoup, beaucoup de production. Donc, c'était difficile de trouver des gens, trouver des camions, trouver juste des choses de base était un peu compliqué. Donc, mais ça, c'était le contexte. Ça a bien été. On a vraiment été chanceux, mais on a couru vite. Oui, c'est ça, parce que là, en production, on n'est pas juste derrière un bureau. Là. Quand c'est le temps de tourner, vous êtes sur le terrain, vous aussi, à éteindre des feux. Oui, beaucoup. Puis on n'était pas toutes seules. D'ailleurs, il y avait d'autres membres de l'équipe d'art et essai avec nous. Il y avait Irène Besson, Annelle Begley, qui sont productrices associées sur le film, qui sont productrices dans la compagnie aussi. On avait un super directeur de prod, une régisseuse en or. On était bien entourés, mais comme dit Line, on a beaucoup couru. C'était vraiment... En fait, on a déposé en janvier, on a su qu'on était financé en juin, on tournait en octobre. Okay. C'est le laps de temps le plus court que j'ai vu de ma carrière. Je pense que ça arrive vraiment pas souvent, honnêtement. Et on l'a senti, c'était vraiment quelque chose de se jeter comme ça dans une prep en sachant que d'habitude, idéalement, on prend 8 mois de soft prep, puis après, oui, il y a 4 mois de pré-production, mais là, c'était très, très, très intense. Est-ce que vous avez dû faire des concessions au scénario ou quoi que ce soit, vu le court laps de temps? Est-ce que ça a dû être adapté différemment? Mais il y a eu un petit peu de réécriture en fonction de l'horaire, en fonction de certaines disponibilités, en fonction des lieux. Mais globalement, moi j'ai eu l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait une réécriture, elle améliorait vraiment le scénario, elle le rendait plus tight, on allait plus droit au but. Il y a quand même une différence entre un scénario de financement et un scénario de tournage. Okay. C'est rendu dans le cœur de l'action, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont peut-être qu'on peut mettre ailleurs ou on pourrait aller plus droit au but. Puis Ariane et Christine ont tout le temps été vraiment extrêmement diligentes et minutieuses à ce sujet-là. Donc, chaque choix a été fait vraiment en ayant pesé toutes les conséquences et en étant sûr que le film n'allait pas en souffrir. Et moi, j'aimerais ça que vous me parlez concrètement de votre travail. Qu'est-ce que ça fait un producteur? Jamais la même chose. Ça dépend de qui. Oui, ça dépend. Je pense qu'on accompagne des projets dès le début jusqu'à la fin. Surtout, c'est vraiment une deuxième capitaine de bateau avec le réal. Et quand ça va très bien, c'est des coexistences où tu es responsable de toutes les pratiques et tout le financement. Et les réals sont responsables de le créatif. Et on essaie de travailler ensemble, de faire évoluer le projet dans le cadre qui est possible. Ça, c'est comme... Pour moi, c'est les grandes lignes de ce qu'on fait, d'essayer d'accompagner des réals et les projets dans la meilleure façon. Oui, le mariage le plus heureux. On travaille beaucoup et très longtemps avec les scénaristes aussi. Les périodes de développement sont très longues. Moi, je sais que c'est vraiment un des aspects du métier qui me passionne le plus. On est les responsables légaux des projets aussi. C'est pas forcément un sujet sur lequel il y a besoin de s'étendre, mais c'est une nuance importante, moi, je trouve, dans notre métier. C'est que vous êtes responsable de tout ce qui se passe et de tout le monde. Absolument. En bout de ligne, c'est complètement ça.
Puis là, j'imagine que chez RSF, vous essayez d'avoir toujours des projets à différents stades de développement, dans le fond, là, pour pas se retrouver avec un trou. Bon, on n'a plus de film, on n'a plus rien en genèse ou quoi que ce soit. Fait que vous êtes en écriture, en recherche, vous savez que vous avez un tournage qui s'en vient peut-être. Ben, vous savez sûrement pas un tournage de tous les mois, là, mais mettons un par année peut-être, je sais pas. Ben, on travaille sur différents médiums, alors on en a quand même plusieurs. Je veux dire, cette année, il y a eu plusieurs projets immersifs qui se sont tournés. L'INE a produit un cours. Irène vient de financer un long sur lequel il y a un début de prep qui est en train d'être fait. En fait, on a des projets en fiction documentaire, format court et long, mais aussi de la série que Anaëlle, notre collègue, développe, de la réalité virtuelle. Il y a un premier podcast qui est supposé se faire l'an prochain, qui est en complémentarité d'un super beau court-métrage. Donc, ça fait qu'on est une équipe peut-être en fait, on est 10 en ce moment, dont 5 prods. Mais on est tout le temps occupés et on essaye de se développer quand même des expertises par médium, en fait. OK. Et Ariane a remporté un très beau prix à Venise il n'y a pas si longtemps. Est-ce que vous étiez avec elle sur place? Comment avez-vous vécu ça? Oui, on était là, mais pas pour le prix. Elle est restée, elle a reçu le prix, mais nous, on était partis au TIFF. Mais, c'était pas des vacances non plus. Non, elle a fait un petit détour de Montréal et repartir. 48 heures pour faire des lessives. C'est ça. Mais oui, on était à Venise, c'était vraiment incroyable. Très beau festival. Dès la projection, l'amour du public envers le film, c'était palpable. Oui, on avait des super projections. Le public était vraiment embarqué dans l'humour, il y avait beaucoup de rires. Et après aussi, il y a beaucoup de monde qui est resté pour prendre des photos. Il y avait beaucoup de jeunes dans la salle à Venise. C'était vraiment le fun d'expérimenter ça, le première du film. Il venait parler aux comédiens, c'était vraiment incroyable. Puis c'est vraiment un festival qui a son rythme à part, le fait qu'on soit sur des îles, on prend des bateaux pour se rendre d'un endroit à un autre, ça ressemble à rien d'autre. Puis c'est pendant la biennale, donc c'est toutes les formes d'art ensemble aussi. C'était incroyable assister à ça. Puis la projection comme telle est sous-titrée en anglais, j'imagine, à ce moment-là? Et italien. Donc ils font les deux, mais on avait fait une copie italienne avec des sous-titres et là, ils font des sous-titres en anglais en bas. OK. Donc, tout le monde... J'imagine, là, ça c'est un peu aussi le travail de la distribution, mais de commencer le parcours du film avec un rayonnement international comme ça, le TIFF, la Mostra, il y en a d'autres aussi festivals que j'oublie. Puis les Venice Days, en fait, c'est ça. Ça doit être de bon augure pour déjà des ventes internationales et tout. Là. Une réception comme ça, je veux dire, c'est un film qui va couvrir tous les pays, je peux pas croire. Mais oui, ça se passe vraiment bien pour l'instant. Puis on a vraiment un distributeur qui est aussi notre agent de vente qui est incroyable, H264. C'est un rêve travailler avec eux. Ils sont ils sont partout. Ils essayent de propulser le film. Il y a tellement de belles opportunités. C'est vraiment... magnifique comme période en ce moment. Oui, puis c'est quand même jeune distributeur, mais qui monte en ascension fulgurante là, dans ses projets et tout. Ouais. Mais ils ont été fulgurants pas mal à chaque fois qu'ils ont lancé une nouvelle branche dans la compagnie. J'ai l'impression que les ventes ne feront pas exception. En tout cas, on vous souhaite ce succès-là parce que c'est un film qui mérite d'être vu. On souhaite que le public va aller le voir, le découvrir parce qu'il s'en fait trop peu de films de genre au Québec et puis c'en est vraiment un de qualité. Merci. Et ça s'en vient. Il y en a d'autres qui s'en viennent, des films de genre. On sera là.